La partie la plus audacieuse, la plus courageuse, a été celle dans laquelle je me suis même remis en question dans mon rapport à la religion, mon rapport à Dieu, mon rapport à ce qu'il attend de moi. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'incohérence insupportable entre la toute-puissance qu'il représente. Et pour autant, j'arrivais pas à comprendre que ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire telle chose. Et je fais exprès de ne pas rentrer dans les exemples. Je parle des choses un petit peu plus petites dans la vie de tous les jours qui sont liées à des codes religieux ultra pointilleux. Je me demandais si toute cette grandeur, cette immensité va vraiment se soucier de est-ce que j'ai dit tel mot ou est-ce que j'ai fait ça 3 fois et ça 4 fois, ou ce que j'ai dit. Ces derniers mois, j'ai remis en question ces choses et j'ai commencé à trier. Salut Amir. Salut Alexandra. Je suis ravie de te recevoir dans Boom Boom. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est trop bien. Je sais que tu reprends les routes, tu es sur scène, tu as ta tournée des Zéniths. Le Amir, c'est Tours. C'est Tours. C'est Tours. J'ai vu que tu l'avais mis sur Instagram, que tu étais pressé de retrouver ton public, etc. Ça te manque la scène quand tu n'y es pas? C'est la rencontre avec le public. Tu fais ce métier aussi pour ça, j'imagine. C'est un fondement d'abord de bien-être pour un artiste, pour moi qui ai choisi de faire ce métier quand on n'est pas sur scène. On a besoin d'aller sur scène. Et comme ça s'organise souvent dans des cadres très regroupés de tournées, il y a toujours une période d'attente qui nourrit aussi l'impatience, qui nourrit aussi je sais pas, moi, ça me permet de structurer des nouveaux spectacles, de créer de nouvelles ambitions, de toujours repartir de zéro. Mais je pense que dans un monde où je peux me gaver de tout ce que j'aime, je serai jamais descendu de scène. Je resterai tout le temps. C'est un accomplissement fou, c'est une espèce de prise de risque constante, mais qui fait monter les degrés d'adrénaline plus haut que tout. Je pense que c'est beaucoup plus incroyable de monter sur scène que de faire un saut à l'élastique, que de... Ah ouais, parce que... Adrénaline forte alors. Ben oui, parce que c'est une adrénaline qui dure très longtemps et à aucun moment on peut relâcher. Pendant les 2 heures qui nous sont octroyées, où on a l'attention du public, on marche sur un fil. Et j'adore ça, ça me permet de me sentir vivant. Mais tu te sens pas en danger sur scène? Je me sens à la fois en danger et aussi en sécurité. C'est comme au cirque, c'est comme s'il y avait un filet de sauvetage et ce filet c'est le public et sa bienveillance. Et je compte sur lui, j'ai besoin de lui. Mais c'est un espèce de duel qui joue sur le charme, la séduction, l'émotion. Le public me nourrit autant que ce que moi j'essaye de lui apporter pendant le concert. Et cet échange-là est phénoménal et il existe selon moi que dans le cadre de la musique. Et tu lui proposes ton travail. Et donc cet album, c'est Amir, qui est sorti en septembre dernier. J'ai lu en préparant cette émission que tu disais que c'était un petit peu une introspection, cet album, ce 4e album. Pourquoi il est un peu différent ou qu'est-ce que tu es allé chercher de différent dans celui-là? Et ça m'amènera au Boom Boom qui fait que tu es là aujourd'hui. Je vais pas le dévoiler tout de suite. C'est toi qui vas me dire quel thème tu as choisi. Mais l'introspection, finalement, je me suis dit, on n'est peut-être pas si éloigné du thème que tu as choisi aujourd'hui. D'accord. Alors l'introspection, pour moi, est arrivée dans un second temps. Je pense que la démarche elle-même de la création de cet album n'est pas née d'une volonté d'écrire le nouveau chapitre de ma vie, mais plus d'une volonté de trouver un exutoire, de trouver une thérapie. C'était la première fois que j'écrivais pour guérir. La première fois que les chansons sont venues avant moi, en fait. Elles avaient besoin d'exister. J'avais une liste de thématiques, des phrases, tout ce que j'avais besoin d'évacuer. Plutôt que d'aller chez le psy, je le mettais dans des notes. Et le moment venu, on s'est retrouvés avec des amis, avec des gens de confiance. Et on tournait de discussion à chanson, de temps en temps on dormait aussi, mais de discussion à chanson. Et ça a été 10 jours dans lesquels j'ai guéri d'un tas de mots. Si je devais mettre des titres sur ces mots, c'est le décès de ma mère, le 7 octobre, beaucoup de choses qui se sont accumulées pendant une période dans laquelle j'étais pas actif et je me suis mis en retrait au début parce que il y avait une nécessité familiale autour de ma mère qui était tombée gravement malade. Et c'est la période qui était introspective, en fait. C'est la période dans laquelle tu te confrontes à des nouveaux défis que la vie et tant mieux, ne t'avait jamais proposé jusque-là. Et quand tu dois les affronter, tu te redécouvres toi-même, tu redécouvres tes liens avec les tiens, tu les analyses de nouveau, tu comprends la valeur des choses. Et un beau jour, tu te dis qu'il faut aussi retrouver les choses qui t'équilibrent. Pour moi, c'est la musique. Et 2 ans de silence m'ont permis de faire cette introspection, cette auto-analyse, puis de me retrouver devant une feuille blanche qui s'est très très vite remplie. Ton Boom Boom, alors, il est lié un petit peu déjà à ce que tu m'exprimes, parce qu'il est profond, ce Boom Boom. C'est toi qui l'as choisi.
Et moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, on se connaît pas, on va faire connaissance quand même sur quelque chose qui a beaucoup de sens et qui est proche de ce que tu nous racontes déjà aujourd'hui. Donc, qu'as-tu choisi ? Alors regarde, tu as remarqué que quand je te parle de mon album et de quelle a été la démarche de création, je ne peux pas éliminer le fait, je n'arrive pas à enlever de l'équation le fait qu'il y a un public qu'il faut satisfaire. Si je te dis que j'ai grandi dans une espèce de configuration où ma plus grande peur dans la vie, c'est de décevoir mes proches comme des étrangers absolus que je croise un instant dans la rue, et que dans une configuration aussi de foi, de spiritualité, de religion dans laquelle on m'a éduqué, il y a toujours aussi cette crainte de décevoir Dieu, de ne pas aller au paradis. Il y a toute une structuration psychologique dans laquelle j'ai évolué toute ma vie, qui est liée de près ou de loin à la culpabilité et à cette peur morale de faire quelque chose qui puisse décevoir, et une fois que ça arrive de temps en temps, on prend sur soi et on fait, de très mal vivre avec l'acte. C'est pas forcément des actes dans l'absolu qui ont fait mal à quelqu'un, c'est complètement moi qui pense à la place des autres, ou moi qui ai créé une échelle morale qui n'a jamais été approuvée par qui que ce soit. Enfin, c'est que moi et moi-même. Et de plus en plus, dans les dernières années, et essentiellement dans les derniers mois, je retravaille ce chemin en vérifiant et en décortiquant chacune de mes actions et ma façon d'être, pour essayer d'être quelqu'un qui a une analyse plus juste des choses. Et ça intervient, tu dis, donc il y a quelques mois. Est-ce que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Est-ce que c'est parce quelquefois on aime bien regarder en arrière quand on passe des caps, soit un âge symbolique, soit parce qu'on est papa, t'as 3 garçons, t'as été papa encore récemment. Et ça peut être différents stades d'une vie. On regarde derrière et on se pose ces questions. Est-ce que c'est ton cas ? Il peut y avoir un lien avec mon âge. J'ai fêté 40 ans récemment. Ouais, c'est tout symbolique. Le monde parle de ce truc, même si moi je trouve ça toujours relou de se dire. Mais en fait, c'est inévitable. C'est un peu vrai. Parce qu'on se sent mi-jeune, mi-vieux, et c'est vrai qu'on fait un bilan. On est dans un entre-deux pas top là. On fait un bilan sur la vie, et peut-être que c'est né de ça, peut-être que c'est né aussi d'expériences que j'ai vécues, peut-être que c'est né d'un moment de grand vide où il fallait je sais pas, remplir d'un questionnement. Mais moi, je peux te dire que toute ma vie, j'ai combattu contre le côté yes man que j'avais, tu vois. Toute ma vie, je dramatisais tout de suite le fait de ne pas répondre à un courrier de fan, à un mail que la production a reçu. Donc, en fait, je me rappelle que les gens, très souvent, pour être sûrs que ma prod allait leur répondre ou gérer un truc, ils me mettaient exprès dans la boucle parce qu'ils savaient que j'allais dire ça fait 3 jours qu'on a reçu ce mail, franchement c'est pas cool pour l'autre, etc. J'ai cette structure de personnalité que je ne regrette pas du tout. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé dans la vie et que je dors très bien parce que je sais que j'essaye d'être un bon humain. Mais il faut apprendre à dire non. C'est ça, il faut apprendre à dire non. Est-ce que tu as appris en tant qu'artiste à dire non aujourd'hui, à ne plus culpabiliser sur cette question du progressivement, mais j'estime que cette progression n'était pas aussi rapide que ma progression humaine, ma façon de mûrir, ma façon de grandir aussi en tant qu'artiste. Je pense que les seuils de notoriété, tu les franchis progressivement. Et puis, si au début, tu as tout le temps du monde pour tout le monde, à un moment, tu as un gosse, et puis tu en as 2, et puis là, tu en as 3, et que très souvent, on vient te parler quand tu es en famille. Mais je voudrais dézoomer 2 secondes du côté les gens qui viennent me parler dans la rue, est-ce que je fais une photo ou pas ? Alors, la réponse est 99% du temps, je fais la photo. Mes garçons ont développé une technique magique. Dès qu'il y a une personne qui fait un selfie, se cache derrière moi pour pas être sur la photo. Ça dure 2 secondes. Ils savent que c'est pour préserver leur vie privée, parce que c'est le job de papa, mais ils n'ont pas besoin de... Mais bon, si on met ça... C'est toi qui leur as appris ça, c'est toi qui leur as dit, non, la technique. J'ai dû leur dire ça une seule fois. Au début, quand ils venaient me voir, les gens, dès que mon grand a compris qu'il y avait quelque chose, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est, et je leur ai dit que c'est des gens qui aiment bien les chansons de papa, et que comme ils écoutent les chansons, mais qu'ils n'ont pas trop l'occasion de me voir, un jour ils me voient, alors ils veulent garder un souvenir. Il a tout de suite compris. Et il me voit dire aux gens, vous ne me prenez pas avec l'enfant. Quand les gens osent venir quand je suis en famille, et ils comprennent tout de suite. Donc lui, naturellement, il se cache 3 secondes, la photo est prise et on avance. Mais c'est marrant de voir, c'est la démarche qu'il a de comprendre la situation et de vivre avec en paix. Il gère. Et il a ce mérite, Michael, c'est un vrai garçon qui gère.
Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu ce truc-là qui m'a tracassé, que j'ai essayé d'évoquer avec des gens qui ont beaucoup de sagesse, d'autres artistes, avec même des psychologues de temps à autre. Comment on fait pour être capable d'assumer le non et de dire... Parce qu'en plus, nous, les artistes, on nous éduque souvent dans l'idée de... Tu dis oui à tout, toi, t'es sympa avec tout le monde. Et nous, la production, on va jouer le rôle des méchants et c'est nous qui allons bloquer. Il faut pas se mentir, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça. Et moi, par exemple, il m'arrive très souvent, je sais pas, je marche avec mon officier de sécurité dans un endroit où il y a un bain de foule et les gens veulent venir faire des photos. Quand lui dit non, je lui dis s'il te plaît, c'est bon, t'inquiète pas, je peux. Et c'est moi qui leur dis soyez les méchants, mais moi je vais être le gentil derrière plutôt que l'inverse, tu vois. Parce que j'ai ce truc de toujours avoir en tête ce que l'autre a fait pour se déplacer, ce qu'il a dû mettre entre parenthèses, ce que ça va valoir pour lui, les 2 secondes que je vais donner qui ne représentent rien pour moi. Mais quand ça se joue à l'échelle d'un selfie, même de 50 selfies à la suite, c'est pas un vrai problème. Ouais. Ça devient plus cardinal quand tu sais que de dire oui à quelque chose va t'engager sur un truc où tu seras peut-être pas à l'aise, où t'auras peut-être pas tu regretteras en fait d'avoir accepté. Donc pour éviter ça, finalement, tu fais pleinement tes choix. En fait, c'est ça, tu fais tes choix en pleine conscience. J'essaye. Quand tu es sûr de toi, comme ça, après, tu n'as pas ce sentiment de culpabilité d'avoir fait quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas. C'est vrai, parce qu'en fait, tu ne la fuis pas, la culpabilité. Soit tu seras coupable parce que tu as dit non, soit tu te sentiras coupable parce que tu as fait un truc que tu veux pas faire. C'est ça, et moi, je me demande la culpabilité, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, d'après toi, ça vient de quoi? C'est l'éducation? Tu l'as évoqué un petit peu en début de podcast. D'abord, il y a un terme qui s'appelle la culpabilité judéo-chrétienne, non? Ouais. Je pense, en tout cas. Mais c'est quoi? C'est notre caractère aussi. Tu vois, toi, tu me dis que tu vis avec ça depuis très longtemps, mais... Je crois que de manière complètement inconsciente, dans les fondements d'une société, on t'a inculqué, en tout cas la société dans laquelle on évolue, et je pense encore plus celle de mes parents et encore plus celle de mes grands-parents, il y a un rapport à ce que tu fais de pas bien, entre guillemets, je sais même pas comment tu définis le bien ou pas bien. En tout cas, on sait te donner le poids de ce qui se passe si tu fais quelque chose qu'il faut pas faire. D'accord ? Après, c'est à toi de voir quand t'as ça en tête, de dire ouais, ça part de je vais mal dormir à l'extrême, tu pars en enfer. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'espace et c'est un vrai prisme. Mais à partir du moment où tu sais le prix, il y a toujours un prix. Il n'y a jamais des actions après lesquelles il n'y aura rien de grave qui va se passer, tu comprends? Donc dès que tu as ce truc-là, je pense qu'à partir de ce truc, et puis c'est aussi une structure de personnalité, mais moi, entre l'éducation que j'ai reçue, entre le rapport à la religion que l'on m'a inculqué, il y a toute une... Enfin, si j'essaye de décortiquer tout, il y a toute une espèce d'échelle de valeurs, de code, de coût face au gain, face au tarif de la bonne action. Voilà, exactement. Il y a tout un truc qui se structure. Et après, la partie de... Parce que chez tout le monde, il y a une échelle de ça se fait, ça se fait pas. Mais la partie du ça se fait pas, tu la translates. Je pense même pas que ça se dit translate en français. Mais tu commences à la juxtaposer à la notion je pense, du truc religieux ou du truc de quelle est la bonne et la mauvaise action. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un truc qui s'est complètement mélangé et qu'il faut restructurer afin d'avoir une vie plus paisible, en tout cas me concernant. Et c'est un chemin que je suis en train de faire aujourd'hui, très activement, à me questionner sur un tas de choses, jusqu'à même questionner les fondements de l'éducation religieuse que j'ai reçue. Les gens le savent ou pas, mais j'ai grandi dans un foyer juif pratiquant. Il y a la foi, il y a les traditions, il y a les fêtes, il y a les choses qu'on nous apprend qu'il ne faut pas faire, il y a les choses interdites et les choses autorisées, il y a beaucoup de restrictions. Et je pense que la partie la plus courageuse que moi en tout cas j'ai ressentie dans dans ce combat que je mène contre la culpabilité gratuite, parce que peut-être que la culpabilité à certains endroits c'est bien, je sais pas, mais celle qui me sert pas, au contraire qui me dessert et me coûte, la partie la plus audacieuse, la plus courageuse a été celle dans laquelle je me suis même remis en question dans mon rapport à la religion, mon rapport à Dieu, mon rapport à ce qu'il attend de moi, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'incohérence insupportable entre la toute-puissance qu'il représente.
On m'a appris qu'il était omniscient, on m'a appris qu'il était omnipotent, on m'a appris qu'il était le bien absolu, qu'il voulait le bien des humains, que tout était dans ce sens-là. Et pour autant, j'arrivais pas à comprendre que ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire telle chose. Et je fais exprès de ne pas rentrer dans les exemples, d'accord ? Parce que je veux que ça reste un exemple très universel. Mais ce que tu as le droit et ce que tu n'as pas le droit de faire. Et je ne parle pas de assassiner ou je ne parle pas de violer. Je parle des choses un petit peu plus petites dans la vie de tous les jours qui sont liées à des codes religieux ultra pointilleux. Je me demandais si toute cette grandeur, cette immensité va vraiment se soucier de est-ce que j'ai dit tel mot ou est-ce que j'ai fait ça 3 fois et ça 4 fois ou est-ce que j'ai dit... Il y avait quelque chose qui me paraissait trop petit et trop humain par rapport à... Et comme ça a toujours été la peur de ne pas faire et donc de culpabiliser parce que je vais avoir un prix à payer dans l'au-delà et tout ça qui m'avait retenu. Ces derniers mois, j'ai remis en question ces choses et j'ai commencé à trier. Et à savoir ce avec quoi tu étais plutôt aligné et d'accord, exactement. Et ce avec quoi tu n'étais pas. En fait, et je peux pas te dire que je suis 100% apaisé. Ni d'un côté ni de l'autre. En fait, tu n'as pas tout remis en question ni tout gardé. Quand tu as baigné dans une espèce de notion du prix à payer, tu as beau occulter le truc et te dire non, je recalcule mon rapport à tout ça, en même temps, ça fait partie de toi. Et c'est un travail quotidien, tu vois, de ne pas culpabiliser parce que je n'ai pas fait telle chose ou je n'ai pas fait telle chose et j'ai choisi de les faire. Et plus ça va, plus je me renforce vis-à-vis de ça, plus des jours où je me dis j'ai survécu et le monde n'est pas tombé sur ma tête. Et c'est plutôt rassurant quand je t'écoute parce que tu le disais, la culpabilité, tu l'as en tête et il y a des gens qui n'ont même pas ce sentiment de culpabilité. Peut-être qu'ils vont nous regarder, qui nous écoutent et qui vont se questionner en disant « Mais attends, moi, par rapport à ce qu'on m'a inculqué ou des actions que je fais dans ma vie, je n'ai pas de culpabilité. » Je ne sais pas si tu en as déjà croisé. Moi, j'en ai déjà vu. Des gens qui peuvent te faire du mal, ils n'ont pas ce sentiment-là. Je trouve ça plutôt rassurant qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il est profondément humain. Et de là découle le pardon et on se remet en question. En fait, tu as raison, de toute façon, la culpabilité, c'est l'après-coup de l'acte moral de s'empêcher de faire quelque chose d'abord. C'est ça. Parce que tu culpabilises parce que tu l'as fait, mais la pré-culpabilité, en gros, c'est je ne vais pas faire parce que ça va mal se passer ou parce que c'est pas bien de le faire. Moi, c'est pour ça que je dis qu'à certains endroits, peut-être que ça aide. Peut-être qu'on se remet en question, peut-être qu'elle amène au pardon, mais au pardon dans le sens où on demande de nous pardonner pour quelque chose... Moi, en tout cas, si je dois être en plus très, très, très honnête, il doit y avoir un lien aussi avec la disparition de ma mère, une femme très forte et merveilleuse et brillante et très proche de nous, des enfants. Il y a eu une part de je ne veux pas et je ne peux pas la décevoir toute ma vie. En plus, je suis l'aîné d'une fratrie. Mon papa travaillait à l'étranger, donc j'étais très souvent un peu le binôme de maman, en tout cas autoproclamé, pour m'occuper de mes petits frères et sœurs. Et je sentais que j'avais une charge de responsabilité qui est plus importante que celle des autres. Et je pense que dans cette exemplarité que j'ai essayé de développer toute une vie, j'ai eu toujours très très peur de la décevoir. Et qu'elle se soit envolée un jour a aussi permis une espèce d'émancipation d'un truc qui me dérangeait pas parce que j'y pensais pas activement, mais le fait de savoir qu'il y a plus cette peur de la décevoir et que je peux éventuellement affirmer des choses de manière plus forte et devenir quelqu'un de moins parfait, je sais pas si c'est le terme, mais moins lisse ou moins nickel dans tout ce que je fais, dans la projection que j'ai de ce que attend ma mère de moi, qui est pas du tout avérée. Tu lui en avais parlé de ça ? Parce que justement, on allait prendre 3 cas concrets pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent se disent « Ok, la culpabilité, elle intervient dans quoi ?» Et un de mes exemples, justement, dans la vie, c'était de ne pas avoir su protéger les gens qu'on aimait. Et j'ai pensé à ta maman, parce qu'elle est partie du cancer, comme moi, j'ai perdu mon père, du cancer aussi. Et moi, j'ai culpabilisé quand il est parti, parce que je me suis dit « Moi, je suis là, et lui, il est parti, et maintenant, qu'est-ce que je fais de ça ?» Et je voulais te poser la question, justement, sur est-ce que tu avais eu ce sentiment, quand elle est partie, de te dire « Voilà, il va falloir que je continue » Et comment ça, tu l'as géré ? Et est-ce que tu lui as parlé de ce poids dont tu nous parles aujourd'hui ? Alors, je peux te dire que je ne lui en ai jamais parlé. Et que peut-être qu'à cet endroit-là, je pourrais dire que heureusement que j'avais envie d'assurer à tous les niveaux quand ma mère était malade, parce que ça m'a amené, avec mes frères et sœurs, avec mon père aussi, à vivre pour un seul et unique objectif qui était de guérir ma mère. Quand elle était malade, mon projet de vie, c'était ça. C'est-à-dire que je m'en veux aujourd'hui parce que j'ai même, à la limite, plus de culpabilité à avoir vis-à-vis de ma famille que j'ai un peu délaissé, mes enfants, ma femme. J'étais
je travaillais dans la guérison de ma mère. Ça veut dire organiser des Zooms avec les plus grands professeurs du monde, réunir tous les documents possibles, aller vérifier toutes les recherches qui existent, venir à son chevet aussi pour des actions concrètes, se soucier de son poids, de son activité physique, de ce qu'elle mange. Il y a eu une telle abnégation, un tel engagement vis-à-vis d'elle, qui venait peut-être potentiellement de cette peur de décevoir, de ne pas faire les choses à 1000% comme il faut, que je n'ai eu aucun regret quand elle est partie. Évidemment, le regret de perdre sa mère, mais aucun regret de ne pas avoir fait suffisamment. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait eu une part de culpabilité là-dedans, mais peut-être parce que j'avais ce truc, là, cette angoisse de ne pas décevoir m'a amené à surfaire, tu vois. Donc j'avais compensé, en fait. Mais ce truc-là de rester, parce que moi aussi j'ai tout fait pour lui, donc je comprends complètement ce que tu dis, mais de rester là, toi, de devoir continuer, alors que finalement le combat s'est arrêté pour elle. Est-ce que ça, tu l'as ressenti ou pas du tout ? De trouver la force de continuer, de dire, moi je suis vivant, je l'ai accompagnée, j'ai vécu la maladie avec elle, c'est injuste, elle est partie, et moi je suis là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, tu sais, j'ai tellement entendu de gens qui me disent qu'elle est dans un meilleur endroit, que ce truc, après peut-être qu'il existe par rapport à ça, peut-être que c'est des fables qu'on se raconte pour éliminer l'angoisse de rester, pour essayer de guérir du deuil. Mais bon, j'aime bien cette idée de me dire qu'elle est ailleurs et qu'elle est mieux. Et si c'est le cas, c'est à moi de rester là, vivant, et affronter les galères que la vie et les risques de la vie. Est-ce que c'est ce qu'elle t'avait demandé avant de partir ? J'ai pas de souvenir concret de ces requêtes. Et ça, c'est peut-être parce que j'étais tellement préoccupé à faire que j'ai pas donné assez pour être. Et les derniers jours avant son décès, ma sœur a organisé un colloque avec une psychologue qui l'avait suivie, elle, tout le long de la maladie de ma mère, et qui l'a énormément aidé à structurer sa pensée, à être résiliente face à tout ça. Et cette psychologue qui a réuni toute la famille a essayé de trouver les mots pour nous préparer à l'inévitable mort, c'était clair qu'on ne pouvait plus rien faire à part attendre. Et elle m'a donné cette injonction là, de commencer à être plutôt que de faire. De toute façon, il n'y avait plus rien. Parce que je peux te dire, sans rentrer dans les détails, que je me suis accroché au dernier infime truc qu'il était possible de faire, même quand elle était aux yeux de tous. Les gens venaient se séparer d'elle et je continuais à courir dans tous les sens et à appeler des contacts pour des rendez-vous avec des professeurs. Je n'arrivais pas à accepter l'idée que... Et cette psychologue qui m'a dit d'être me l'a dit à un moment où je ne pouvais plus communiquer avec ma mère. Parce que pendant 20 mois de maladie, les gens s'asseyaient à côté d'elle, lui caressaient la main, lui parlaient, la prenaient dans leurs bras, et moi je courais dans la chambre à faire des coups de fil, à regarder les chiffres qui s'affichent, la tension. J'étais complètement là-dedans, et c'est ce qui m'a sauvé, je pense. Mais malheureusement, je ne pourrais pas te dire ce qu'elle s'attendait de moi. En tout cas, je pense qu'elle voyait que ça me protégeait d'être là-dedans. Et puis, en même temps, c'était pour aider à ce qu'elle aille mieux, enfin, à l'aider à guérir. Donc, je crois que c'était ma façon, en fait, de l'apaiser. Il y en a qui l'écoutaient, moi c'était plus ça, mais il y avait une action concrète dans le bon sens en fait, en fin de compte. Et quand elle est partie, tu étais aussi dans l'opérationnel ou justement c'est là où il y a eu le stage de décompression et là on lâche tout et là on est dans l'être et on lâche tout ce qu'on a. Je t'avoue que dans la foi juive, une fois que tu perds un parent, on s'attend à ce que pour l'élévation de l'âme de la personne, tu ailles prier pour elle 3 fois par jour. Et c'est pas n'importe quelle 3 fois, c'est 3 fois dans une synagogue avec un minimum de 10 personnes. Et j'ai pris ça, mon frère aussi, il a pris aussi mon petit frère, comme nouvelle mission de vie.
Et je suis passé de travailler dans la guérison de ma mère à travailler pour l'élévation de son âme. Je trouvais ça très malin d'ailleurs, des gens qui ont... Enfin, la religion, elle est structurée de telle sorte à ce que tu puisses pas te dire « Ah, maintenant je suis fâché contre Dieu, je me casse ». Non, parce que c'est sur tes épaules en fait qu'il faut que son paradis soit plus beau et plus grand et plus élevé et plus... Donc là, il y a aussi une dimension de culpa. Mais je me disais, c'est pas grave, c'est pour ma mère, que ce soit vrai, que ce soit faux, je n'en sais rien de toute façon. Mais je le fais dans le doute. Je le fais dans le doute, dans la... Ouais, dans le doute. J'aime pas dire ça, mais dans le doute. Et dans ta foi aussi, qui est évidemment très personnelle. Parce que ça relève de la foi et c'est personnel. Tu as raison, mais je pense qu'avec 0 foi, je l'aurais fait quand même. Parce qu'ils disent que c'est ce qu'il faut faire. Et je n'aurais pas pu porter le poids d'avoir été celui qui refuse parce que, soi-disant, je sais tout. Non, la foi et la non-foi, c'est tellement individuel que je me suis même pas questionné là-dessus, en fait. Je suis allé, j'ai fait, et ça a duré 1 an. Et pendant 1 an, c'était mon quotidien. Et quand cette année-là s'est terminée, c'est là où les choses ont commencé à devenir... à se ressentir. Le sas de décompression dont tu parles, il arrivait 1 an après le début. C'est une phase où là, tu as pris conscience, tu as réalisé qu'elle était partie. Oui, et que j'avais plus en plus sur quoi agir, en fait. Ça y est. C'est la nouvelle réalité où elle n'est plus. Et ça a été dur, mais le recul d'1 année sur le moment où elle est décédée m'a aussi un peu renforcé. J'étais pas à vif. Et je pense que c'est pas bête finalement d'attendre 1 an avant de réaliser que c'est arrivé. Et justement, quand on perd une maman, tu penses qu'on perd quoi? On perd un bouclier. On perd la personne avec l'amour le plus gratuit, la bienveillance la plus gratuite, la personne qui veut uniquement notre bien, sans aucun intérêt entre elle et en tout cas ma mère, ça a été ça. C'est un amour que j'arrive à voir aujourd'hui entre ma femme et mes enfants, tu vois, que ma femme ne me donnera jamais, et c'est normal. Mais c'est une dimension d'amour qui dépasse tout, qui donne une certaine force au quotidien, en fait. Le fait de savoir qu'elle est là, de savoir qu'au travers d'un petit coup de fil, on va pouvoir être tout de suite enveloppé de quelqu'un qui prend notre protection, qui prend notre défense, peu importe quoi. Et quand elle nous corrige, c'est vraiment parce que, je veux dire, c'est un rapport c'est un rapport de l'enfance qui ne disparaît jamais, même quand on a presque 40 ans. Elle est là et elle a cette même écoute et cette même protectivité. Donc perdre ça, c'est un peu se retrouver relâché dans la nature. Je pense que ce serait pas la même chose si ça avait été mon père, parce que le type de relation que j'ai avec mon père est complètement différent. Il y a énormément d'amour, mais ça se retranscrit très très différemment. Et mon père, il est beaucoup plus dans l'action aussi. C'est un truc que j'ai hérité de lui, je pense. Okay. Moins dans l'émotion peut-être. Beaucoup moins. Et avec plus de pudeur, non, peut-être. Aussi. C'est ça. Est-ce que ta maman t'a toujours soutenue, tes parents t'ont toujours soutenue? On parle un peu de ton parcours, mais t'étais pas forcément destinée. Au départ, t'as fait des études pour être dentiste, t'es dentiste, et puis il y a la musique, t'es devenue artiste. Est-ce qu'ils t'ont toujours soutenue dans ces choix-là? Est-ce que ta maman a toujours dit « Ok, je t'accompagne dans tous tes choix » Écoute, j'ai été un peu malin, parce qu'il pouvait pas me dire grand-chose. J'ai fini mes études, donc le diplôme, il était là. Oui, tu t'es mis à l'abri. Exactement, j'étais très protégé par rapport à ça. Et donc, il n'y avait pas cette dimension de gros doute sur si ça échoue, parce qu'il y a 99% de chances de ne pas réussir dans le métier que je fais. Et je fais partie des peu de gens qui ont eu énormément de bol, et la rencontre avec le public a été réussie, mais je suis conscient en fait du fait que d'abord ça aurait pu totalement ne pas m'arriver, et que encore aujourd'hui je n'ai pas la certitude que ça dure. Il y a toujours un truc qui est très fragile, et c'est aussi ce qui est excitant dans ce métier. Mais j'ai fait 6 ans d'études, j'ai eu mon diplôme de chirurgien dentiste, il savait que je l'ai, et que du jour au lendemain, si ça se passe mal, j'ai un métier. Du retour, ouais. Et ça change tout. Donc, tu n'as jamais culpabilisé de réussir alors, puisque
Tu dis, j'ai conscience que c'est fragile, que j'ai eu de la chance, mais est-ce qu'il y a eu ce phénomène de se dire, tiens, pourquoi moi? Et est-ce que tu as culpabilisé de réussir? Non. Non. J'ai d'autres types de pas décevoir, de culpabilité ça, qui m'accompagnent aussi au travers du métier, etc. Mais c'est pas le fait de réussir. Je ne pense pas que... J'ai pas ce truc. Moi, je suis très content quand tout le monde est bien, y compris moi. J'ai pas cette problématique. Si, en revanche, ma réussite m'aurait transformé, si cette réussite aurait fait en sorte que je sois moins à l'écoute de l'autre, moins respectueux des autres, si réussir aurait voulu dire que je dois écraser quelqu'un pour le faire, là, ça aurait été très, très grave. Mais à partir du moment où il y a un win-win pour tout le monde, j'adore ça. J'ai toujours vu ça comme un travail d'équipe. Avec ta famille qui le partage, parce que c'est mon deuxième cas que je te propose pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Est-ce qu'on culpabilise quand on est artiste et qu'on peut être loin de sa famille parce qu'on est en tournée? Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as culpabilisé ou pas de ton Il m'est arrivé de d'artiste? culpabiliser, évidemment. Et la seule chose qui atténue cette culpabilité, c'est si en face, on a une famille ou une partenaire qui dit « tout va bien ». Je suis contente et tant mieux que ça se passe bien. Mais j'ai besoin aussi d'avoir ma place de père et d'avoir ma place d'éducateur et de sentir un foyer. Donc après, c'est un travail qui est plus concret, qui relève de l'organisation de sa vie, de son quotidien, pour pouvoir être aussi beaucoup là et pas fuir tout le temps sous prétexte qu'on nous attend à Lyon ou à Bordeaux. Oui, donc là, tu dis non à certaines choses pour Absolument, rester proche de ta mais famille. il y a des choses qu'on peut faire de loin et des choses qu'on peut faire en condensé. Moi, je préfère ne pas dormir 3 nuits et faire des voyages en van, d'aller d'un endroit à l'autre, etc., pour rendre le truc plus condensé, plus efficace et avoir plus de temps avec ma famille, que de fuir et de penser à mon confort. Ça, c'est hors de question. Et de toute façon, quand je suis là, j'essaie d'être très, très là. Génial. C'est-à-dire de vraiment, vraiment laisser une empreinte. Et je ne pense pas que ce soit lié à une compensation sur mon métier, mais plus en ayant vu l'exemple de mon père, qui était là qu'une moitié du temps. Et dans la moitié où il était là, je pense que sa pudeur et sa manière d'être en tant que papa ne lui ont pas permis de s'impliquer pleinement. C'est-à-dire je pense que même s'il avait été là à plein temps, c'est une sorte de père un peu lointain des enfants. C'est une question culturelle chez nous. Et ça, t'en as souffert, toi, ou pas du tout? Non, j'en ai pas souffert. Je sais que ça paraît mélodramatique de parler de ça, mais non, je suis très content. Mon papa, il est comme il est. Je pense que ça fait vraiment partie d'une génération. Il est pieds noirs, mon père, et il y a une façon d'être qui, dans la perception de la virilité de l'époque, le papa était moins sensible, moins câlin. Et j'accepte, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça avec mes gosses. Oui, c'est ça. Toi, donc, j'allais dire, tu as pris le contre-pied. Tout à fait. Donc, les moments où je suis pas là font en sorte que le moment où je suis là, je suis très, très là. Et donc, j'ai pas envie, moi, de vivre avec la sensation d'avoir loupé un truc de leur vie. Et je suis émerveillé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en avoir 3 et je baigne en eux. Bien. Donc, pas de culpabilité à ce niveau-là. Ça, non, c'est pareil. Tant mieux. Et enfin, troisième exemple, penser à quelqu'un d'autre que la personne qui partage notre vie. Est-ce qu'on culpabilise? On culpabilise pas? C'est arrivé forcément une fois. Alors, je te parle pas de cette histoire-là actuelle de ta femme, mais dans la vie, on a tous été avec quelqu'un et on a tous pu être troublés par quelqu'un d'autre qu'on rencontre. On culpabilise pas? Qu'est-ce qu'on fait de ça? D'abord, je pense que c'est complètement humain que de se retrouver cueilli par la présence d'une autre personne. Il y a toujours plus charmant, plus beau. Il y a toujours des moments où on est saoulé par les nôtres et donc qu'on a les yeux un peu plus ouverts sur « Ah putain, si seulement c'était elle ». Mais de toute façon, c'est une illusion qui a sa place justement pour nous rappeler qu'on est vivant et qu'on est sensible. Mais qui mérite, je ne pense pas, de culpabilité. Dès lors que ça reste une sorte de vision éphémère qui nous permet de... Non, parce que il y aurait une culpabilité si j'avais mis ça sur le même rang que la trahison. Mais selon moi, c'est juste un comportement très humain. Il y a pas donc s'il y a tromperie, là, il y a culpabilité. C'est ça que tu veux dire? Ce que tu mets en face de la trahison, c'est la tromperie. D'abord, en théorie, oui, je ne sais pas. Mais en théorie, oui, ça devrait être comme ça. Parce qu'il y a un côté très immoral à la tromperie. Mais dès lors que ça reste... Enfin, je sais pas, moi, il m'arrive
de temps en temps de voir des femmes sublimes ou très charmantes ou extrêmement intelligentes et enfin, de les trouver séduisantes. Mais ça arrive et ça disparaît. Enfin, ça s'arrête là. C'est un épiphénomène et c'est très humain. Quand on quitte quelqu'un, est-ce qu'on culpabilise quand on part? Ça, c'est souvent une question. Moi, je l'ai vécu très très lourdement quand j'ai quitté. J'avais une petite amie de 2009 à 2011 que j'ai quittée pour... pas pour, mais 3 mois plus tard, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, Lital. Quand on s'est quitté et que j'ai compris qu'en la quittant, je lui avais brisé le cœur. Et il n'y a pas eu de tromperie, il y a eu juste une sensation de désamour absolu. Et je ne me voyais plus rester là pour rester là. Et avec tout le respect du monde, je lui ai dit que ça s'arrêtait pour moi. Les efforts qu'elle a fait par la suite, les gens qu'elle a mobilisés pour venir me parler, les cadeaux qu'elle m'envoyait, les coups de fil qu'elle faisait, le fait qu'elle n'ait pas avancé, m'a énormément fait culpabiliser. Parce que c'est très très dur de se dire qu'en s'écoutant soi-même, on a laissé quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était celui dont on s'occupait tout le temps. Et on ne peut plus le faire parce que ça va à l'encontre du concept de la rupture. Donc il faut réussir à assumer sa souffrance. Et ça a été très difficile pour moi. Et tu lui as demandé pardon peut-être? Est-ce que c'est par le pardon que ça passe ou pas? Je suppose que je lui ai demandé pardon parce que je ne me souviens plus, c'était il y a 15 ans. Mais me connaissant, je lui ai très certainement dit que je demandais de me pardonner, mais que je n'avais pas le choix et que c'était là où je me retrouvais sentimentalement. Enfin, j'avais rien fait de mal. C'est douloureux, mais c'était la fin d'une histoire. Et à l'inverse, est-ce que quand on est quitté, pareil, on culpabilise et on se remet en question, on se dit pourquoi l'autre est parti, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est de ma faute? C'est sûr. Moi, j'ai vécu des chagrins d'amour dans lesquels, en rampant, je demandais à ce que l'on me pardonne et qu'on me laisse une seconde chance et que je ferais tout pour que ça ne se reproduise pas. Oui. Après, je ne sais pas si c'est très très rationnel comme analyse. C'est parce qu'on a mal et qu'on veut tout de suite combler ce mal. Mais des fois, il y a une phrase que j'adore qui dit qu'un cœur brisé est un cœur entier. Des fois, le cœur, il a besoin de cette fissure, de cette cicatrice. C'est comme après une fracture, l'os qui se consolide est plus fort que celui qu'il y avait avant. Donc, il y a un truc qui est, je pense, vital et nécessaire dans les cœurs brisés, dans les chagrins, Dans les ruptures, on écrit aussi, est-ce que la musique, ça aide? On entend souvent que les artistes, quand ils vivent des gros chagrins ou qu'il y a une grosse tristesse... on a commencé l'interview par ça. Ouais, ils peuvent écrire justement, c'est là où je veux en venir, sur est-ce que ton art, ta musique, tes textes, ça te permet d'exorciser vraiment des douleurs, des blessures, sur tout un tas de choses de la vie, que ce soit personnel ou que ce soit d'actualité. Mais je vais prendre un exemple concret, en fait. Il y a des chansons que j'ai écrites avec une douleur vive. Il était très difficile de les écrire, encore plus de les enregistrer en studio, d'immortaliser une émotion douloureuse. Sauf que par la suite, je me suis rendu compte qu'en les chantant de plus en plus, en les répétant de plus en plus, en les écoutant de plus en plus, il y a un rapport au problème c'est un peu comme une désensibilisation quand on est allergique. Il y a un truc qui au début fait mal et au fil du temps, le fait de se confronter, de s'habituer à la présence de cette peine ou de cette douleur nous rend un peu plus imperméable, un peu moins vulnérable, et donc l'aspect thérapeutique d'une chanson, il n'est pas que lorsqu'on la crée, mais beaucoup lorsqu'on la ressasse, lorsqu'on la revoit, lorsqu'on la rejoue. Tu penses à un titre en particulier? Tu parlais d'un cas concret. J'ai une chanson qui s'appelle Mal Agir. Ouais. Mal Agir. Mais là, c'est vraiment l'exemple extrême. C'est des pensées très brèves qui m'ont traversé l'esprit quand j'étais au fond du trou. On a envie de se foutre en l'air, mais dans une idée très métaphorique. Oui, tu l'as jamais pensé vraiment, non, réellement? Non, jamais. Mais je veux dire, il y a un truc on a tellement mal
l'exemple que j'ai en tête, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans la chanson, c'est on a tellement mal qu'on se dit pourquoi il y a pas quand on est au volant, pourquoi il n'y a pas un camion qui me rentre dedans, un truc pour tout éteindre, pour enfin disparaître. Et je pense que si je devais revenir sur ces instants, c'est une pensée qui a duré un quart de millième de seconde. Et que tout de suite, on se dit, mais quel rapport, enfin, bon, on a exagéré, on s'est un peu trop laissé emporter dans ce film-là. Ouais, voilà. Mais j'ai fait une chanson qui raconte ça. Pour me rappeler que j'ai vécu un moment où cette pensée m'a traversé l'esprit. Pour me rappeler, pour avoir ce miroir qui me montrait un miroir complètement déformé par la douleur. Celui que j'ai pas envie de re-rencontrer et que je vais éviter à tout prix et que je vais essayer de devenir plus fort pour que la prochaine fois que quelque chose de grave arrive, je puisse savoir qu'on a des outils pour combattre ça. Moi, je pensais que tu allais me parler du titre Supernova, lié aux attaques du 7 octobre. Parce que tu disais, j'avais besoin d'écrire ce texte, je pouvais pas faire autrement. Mais là, ça relève plus du drame personnel, ça relève plus de la peine personnelle. Dans Supernova, on raconte un événement qui a eu lieu. Je parle du festival de la rave party le matin du 7 octobre où plus de 400 personnes ont été assassinées. Il n'y a pas de guérison. C'est pas parce que j'ai écrit Supernova et parce que je réécoute cette chanson. D'ailleurs, c'est une chanson que j'ai du mal à réécouter. Parce qu'elle me replonge dans des souvenirs horribles, des souvenirs gravés dans ma mémoire, que j'essaye d'éteindre, que j'essaye d'oublier, qui m'ont complètement traumatisé, mais des images qu'on a tous vues, qui font tellement mal, qu'au contraire, cette chanson, je la vois plus comme, à mon échelle, à mon petit niveau, comme un mausolée que j'ai décidé de créer pour me rappeler de ces personnes qui n'ont rien fait et qui ont péri, pour me rappeler du drame, pour me rappeler de la cruauté humaine, de la bêtise fondamentaliste qui peut amener les gens à devenir fous et à assassiner au nom de Dieu. Ce truc-là, il existe pour ça, selon moi. Il n'a rien à voir avec mes problèmes personnels, avec les chagrins que j'ai traversés. Et c'était pas une chanson aussi thérapeutique que importante parce que j'avais besoin d'exprimer mon rapport à tout ça et de raconter l'injustice et de la partager. Et de partager un sentiment d'impuissance aussi, non ? Tout à fait. Pour ce qui s'est passé en Israël que pour ce qui se passe en Palestine. De manière globale, universelle, non ? J'ai l'impression que c'est ça aussi. Je pense que l'impuissance, elle est relative parce que c'est sûr que les politiques, que les militaires, que les grandes gueules ont plus de pouvoir. Je ne peux pas me mesurer aux gens qui dirigent un pays. Mais quand je dis relative, c'est que à force de parler, à force de lever la voix, à force de communiquer, à force d'échanger, on peut nuancer le propos et arrêter de le traiter comme les supporters d'équipes de foot. Moi, je suis à tout prix de ce côté ou je suis à tout prix de l'autre. Parce que ça devient très très con aujourd'hui. C'est qui crie plus fort et qui lève le drapeau plus fort. Selon moi, moi qui ai grandi en Israël, je peux dire fermement que toutes les personnes que je connais autour de moi ont un regard levé vers la paix et que ces personnes sont malheureusement pas assez entendues, pas assez regardées, peut-être parce que le camp, entre guillemets, israélien est petit et disparaît et a malheureusement besoin de se préoccuper plus souvent de l'antisémitisme et des répercussions du conflit dans le monde entier, etc. Mais il y a un regard qui est tourné vers la paix chez toutes les personnes que j'ai côtoyées. Et ça, peu de gens le savent, mais en Israël, les Arabes israéliens sont très présents. Les Palestiniens sont eux aussi. Moi quand on a déménagé en Israël en 1992, il y avait 30 ouvriers gazaouis qui vivaient chez moi et qui construisaient la maison dans laquelle on est arrivé avant qu'elle soit finie. Donc on était là avec eux, on bouffait avec eux, on rigolait avec eux. Et ce truc-là a toujours existé. Mais il y a un clivage qui est fait à des sphères plus hautes qui fait en sorte que la voix du peuple, celle de la coexistence complètement faisable et qui a déjà eu lieu dans le passé dans ma vie, donc il n'y a pas si longtemps que ça, elle peut se faire. Elle peut se faire et
je vis avec une immense douleur l'évolution des choses, la radicalité des choses. Moi, j'ai énormément de peine de savoir qu'il faut mesurer ses mots quand on parle d'Israël aujourd'hui, qui a été démonisé depuis le début de cette guerre, voire avant, avec des termes qui sont complètement inventés, qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec la réalité, comme l'apartheid ou le génocide. C'est le génie marketing des gens qui essayent de démoniser Israël, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les gens ne savent pas que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient qui a réussi à exister alors qu'elle est entourée par des pays ennemis qui veulent l'anéantir, que Israël est le seul pays où un Palestinien peut parler à la télé, critiquer le gouvernement ouvertement, et le lendemain rester un homme libre. C'est le seul pays où les droits des LGBT sont plus respectés que dans n'importe quel pays que j'ai pu visiter dans ma vie. Donc d'abord, je voudrais qu'on sache de quoi il s'agit. Je voudrais qu'on sache de qui on parle. Et je voudrais qu'on arrive à croire que dans un pays de tolérance pareil, l'idée de la paix, c'est l'idéal. D'accord ? Et que Netanyahou le représente très très mal, je peux le concevoir, mais l'idée de la paix, c'est l'idéal de ce peuple. L'idée de la libération des otages, de poser les armes, c'est l'idéal de ce peuple. C'est très très dur à voir, c'est très très mauvais en marketing, et je pense que c'est un des gros défauts d'Israël, mais la main est tendue vers les Gazaouis, vers les gens qui vivent en Cisjordanie. Les Palestiniens et les Israéliens pourraient coexister si on ôte ce côté-là fondamentaliste de moi je suis supporter de Marseille, jamais j'irai soutenir le PL. Non, non, non. On est dans des galères qui sont bien plus profondes que ça. Il y a suffisamment de gens qui sont morts pour des conneries. Civils, ouais. Et qu'il est peut-être temps de se dire que on a beaucoup plus à gagner en étant en paix qu'en étant en guerre. C'est tout. Et c'est comme ça que je vis cette histoire. Et ta musique aussi. C'est comme ça que tu la vis, avec peut-être ce message de vouloir rassembler à travers la musique. Oui. Mais depuis le début, d'ailleurs, je me suis retrouvé contraint, entre guillemets, à parler du conflit après 10 ans où je faisais de la musique et ça faisait pas du tout partie de mon quotidien, alors que les gens savent que j'ai grandi en Israël, que j'ai fait mon service militaire obligatoire là-bas, donc il y a forcément il y aurait pu avoir une attente à ce que je m'exprime, parce que c'était pas mon rôle. Et j'étais très heureux de me retrouver avec cette subtilité magnifique qu'il y a dans la musique qui rassemble les gens et de voir dans mes concerts des gens de toutes les origines chanter avec moi des chansons qui sont des chansons optimistes, des chansons d'espoir, des chansons pour la paix. Je trouvais que c'était un message beaucoup plus fort que de dire tel a raison, tel a tort. Sauf qu'il y a eu le 7 octobre, il y a un avant et un après. Et après le 7 octobre, il y avait des moments où j'arrivais plus à contenir mon sentiment d'injustice qui n'allait pas forcément dans un sens de manière radicale ou dans un autre. J'ai toujours essayé de sensibiliser les gens à comprendre que la réalité était très complexe et qu'il y avait un langage commun, humain, qui pouvait mettre d'accord les deux côtés. Et c'est là-dedans que je me suis engagé. Mais c'est vrai que si ça dépendait de moi, d'abord il n'y aurait pas eu de 7 octobre, c'est sûr, il n'y aurait pas eu la guerre, c'est sûr, mais on aurait continué à prôner des beaux messages au travers de l'art. Et heureusement que les artistes existent, parce que j'estime qui contrebalance des choses très néfastes qui se passent dans la sphère politique mondiale, et les dirigeants du monde aujourd'hui deviennent de plus en plus absurdes et étranges dans leur manière de gérer ce monde. Et moi, je suis très inquiet pour l'avenir, je dois reconnaître. Donc je ne sais pas combien ce sera efficace et combien ce sera utile de continuer à croire en ce que je fais en tant qu'artiste et à pousser cette voie que j'estime être la voie la plus juste de fédérer, de rapprocher, de sensibiliser. Mais je continuerai à le faire jusqu'au dernier jour et jusqu'à la dernière personne qui sera prête à m'écouter. Avec beaucoup d'espoir. Merci en tout cas, Amir, pour ce message. C'est bientôt la fin de ce podcast. On a rapidement un petit boum boum ou pas boum boum. Il fait chaud, hein. Chaud. Oh là là. Alors, boum boum ou pas boum boum, je te donne des phrases et tu me dis si tu aimes ou si tu aimes pas. Louane qui participe à l'Eurovision, boum, là, dans quelques jours. Boum, boum. Ouais. On lui souhaite bonne chance, évidemment. T'es fière, à fond d'elle. Je prie pour toi, je veux te voir gagner. Ouais. J'ai très envie que l'Eurovision vienne en France. On vise la première place. Total. Pour Louane. Et elle peut. Elle peut, ouais, elle a tout le talent pour, évidemment. Grande artiste. Participer à Danse avec les stars. Boum, boum ou pas boum, boum? Pas boum, boum. Pourquoi? Parce que je danse mal et que je sais pas, je préfère aller zéro en danse. Non, mais je préfère aller c'est génial d'apprendre à danser, mais je préfère le faire dans un cadre un peu plus intime. Boum boum ou pas boum boum, un retour à The Voice, mais en tant que coach. Pas boum boum. Pourquoi? Parce que
je trouve que ça fait trop longtemps. Moi, je trouve que le format s'est un peu essoufflé et je me verrai pas du tout. Je ne fais que des choses auxquelles je crois, des choses que j'aime et des choses auxquelles j'ai l'impression de pouvoir apporter. Et j'ai rien contre The Voice. De toute façon, c'est ce qui m'a fait naître. Je regarde l'émission de temps en temps, mais je pense que mon apport à un truc qui existe depuis si longtemps, où les images se reproduisent assez souvent presque de la même façon, non, je trouverais plus ma place dans un truc qui révolutionne, qui amène un nouveau souffle. Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, ça aurait peut-être pas été la même réponse. Mais aujourd'hui, je vois pas... Maintenant, t'as avancé. Not relevant, en fait. Boum boum ou pas boum boum, les gens qui te disent Amir, j'ai une carie, là, s'il te plaît, tu peux regarder. Ah, boum boum. Moi, j'ai une gingivite pour de vrai, là, tu racontes pas comme j'ai mal. Je demande en off ou pas. Non, mais ça m'excite toujours. Et puis quand je vais chez le dentiste avec mes enfants ou quand j'y vais pour moi-même, je suis là sur les radios, je regarde, ça reste. T'as soigné ta femme aussi, des dents. Ta femme, ouais, tu t'en occupes, c'est toi qui t'en occupes. Je lui ai fait un détartrage et je lui ai fait des empreintes une fois, mais parce que c'est marrant, mais non, mais j'aime beaucoup ce métier. Je l'ai pas appris pour rien et j'aime. Enfin, quand je suis réexposé à ces trucs-là, ça me donne une véritable nostalgie et voilà. Donc oui, bien sûr. Boum, boum. Boum boum. Et enfin, pour terminer, boum boum ou pas boum boum, lire tous les commentaires qu'on a sous les vidéos. Et j'espère qu'on en aura beaucoup en dessous de ce podcast et des sympas. J'espère que ça vous aura touché. Mais alors, est-ce que tu les lis ? Alors, je ne lis jamais. Ah bon. Mais alors je te jamais ferai un compte rendu. témoigneront. Non. Attends, j'ai pas fini. Mais par culpabilité. Non, je déconne. Je vais lire parce qu'on s'en parle maintenant. Et puis, je pense que ça a été l'occasion pour moi de dire des choses que je n'ai jamais dites ailleurs. Et j'aurais bien aimé voir ce que ça génère comme commentaire. Est-ce que les gens vont s'identifier ? Est-ce que les gens vont découvrir quelque chose ? Donc oui, pourquoi pas. Mais je ne le fais jamais et en témoigneront mes fans qui n'ont jamais un commentaire où je réponds au leur parce que, je sais pas. Je me dis que cette demi-heure ou cette heure-là, si je peux la passer avec mon fils, c'est un peu mieux. Enfin, n'hésitez quand même pas à lui écrire et à dire ce que vous avez pensé. Moi, je les lirai. Merci beaucoup, Amir, en tout cas, d'être venu dans le podcast. Merci à toi, Alexandra. Boum boum, donc tu es sur scène le 6 décembre 2025. C'est l'Accor Arena. Ça, c'est une sacrée date, tournée des Zéniths. Je te souhaite vraiment plein de belles choses. Et puis, il y a ce dernier album qui est toujours disponible depuis le mois de septembre. C'est Amir. Merci beaucoup et tu reviens quand tu veux dans Boum Boum. Beaucoup. Avec joie et merci pour ta confiance et pour ce moment authentique. Merci à vous de nous avoir suivis. On s'abonne, on met des pouces, on like. Enfin, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On vous embrasse très fort et à bientôt. Merci, Amir.